Bonsoir à toutes et à tous, c'est Cyprien Bétou, très heureux de vous retrouver dans Les Vraies Voix du Rugby, votre émission rugby tous les lundis de 20h à 21h sur Sud Radio. Et pour m'accompagner, son nom sent bon le rugby, il apporte une expertise précise et des interventions millimétrées. Philippe Spanghero, bonsoir. Salut Cyprien, bonsoir à tous. En forme, ça va ? Très bien, et toi ? Bah oui, après un week-end pareil, comment ne pas aller ? C'est compliqué quand même. Bah oui, on retrouve notre Champions Cup avec laquelle on apprend à vivre. Ouais, exactement. Yoann Huget va nous rejoindre dans quelques instants. On va revenir sur cette première journée, donc vous l'avez compris, de Champions Cup, de Challenge européen avec des clubs français au rendez-vous, notamment Toulon, l'Union Bordeaux-Bègles ou encore le Stade Toulousain. D'ailleurs, nous aurons Didier Lacroix, le président de Toulouse, à 20h15 dans l'émission. Et pour conclure l'heure, nous reviendrons sur les bonnes performances des équipes de France à 7 ce week-end en Afrique du Sud. Vous pouvez également nous téléphoner pour intervenir au 0826 300 300, 0826 300. Allez messieurs, on ne perd pas plus de temps. Les vraies voix du rugby, c'est maintenant. Sud Radio, les vraies voix du rugby. Et avant de rentrer dans le détail, on accueille Enzo Jacquet qui va nous donner les 3 news du week-end à retenir. Salut Enzo. Bonjour Cyprien, bonjour à tous. Bon Enzo, on commence une nouvelle affaire judiciaire pour Mohamed Aouas. Et oui, déjà condamné pour implication dans des cambriolages de bureaux de tabac en 2022 et pour violence conjugale en mai 2023. Le pilier de Montpellier va une nouvelle fois passer devant les tribunaux. Dans la nuit de samedi à dimanche, l'international français a été interpellé pour conduite en état d'ivresse. Il a été placé en garde à vue hier, levé aujourd'hui dans la matinée. Il sera jugé le 4 février pour conduite en état d'ébriété. Philippe, ça fait quand même beaucoup pour un seul et même joueur. On sait qu'il avait quitté Montpellier à l'époque pour des affaires de violence conjugale. Là, il était revenu au club. C'est compliqué pour Mohamed Aouas. Oui, c'est compliqué, ça enchaîne un peu. Bon, on a parlé du droit à la deuxième chance. C'est un débat très philosophique. Il n'est pas question de rentrer là-dedans, mais c'est vrai que là, on n'est plus à la deuxième, on est à la troisième, voire à la quatrième. Et on parle souvent du devoir d'exemplarité des sportifs, des grands sportifs, dont ceux qui ont porté le maillot de l'équipe de France, qui sont des joueurs qui sont regardés par les gamins. Donc ça pose des questions. Après, je sais que le club de Montpellier est quand même un club particulièrement attentif à tendre la main aux joueurs en difficulté dans la vie extrasportive. Mais il y a quand même un moment où les sponsors, le public, les médias ont aussi une forme de pouvoir de pression. Jusqu'où va tenir Montpellier avec Mohamed Aouas, c'est la question. Oui, en effet. Et puis on rappelle que Montpellier et Mohamed Aouas étaient sur le point de trouver un accord pour une prolongation de contrat. Lui qui est en fin de contrat là à la fin de la saison, Enzo. On enchaîne Enzo avec un possible retour de Xavier Garbajosa au Stade Toulousain. C'est en tout cas ce que nous révèlent nos confrères du Midi Olympique. Sans poste depuis son départ de Lyon en 2023, l'ancien joueur du Stade pourrait revenir dans la maison rouge et noire. Il se verrait confier des missions axées sur le recrutement. Affaire à suivre donc. Oui, et puis comme on parle du Stade Toulousain, on accueille Yoann Huget. Salut Yoann. Bonsoir messieurs. Ça va, en forme ? Ça va. Bon, du coup, tu as entendu retour possible dans l'organigramme de Xavier Garbajosa. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour toi ? C'est une très bonne nouvelle. C'est dans la continuité du profil du Stade Toulousain, un ancien joueur qui connaît exactement ce que le club a besoin, un amoureux du club également, qui est toujours présent aux alentours du Stade Toulousain, même quand il a entraîné La Rochelle ou Montpellier. Il a gardé de très bons rapports aussi avec le président Hugo. Donc voilà, ça reste amical et professionnel. Philippe, un joueur qui a fait les grandes heures du Stade Toulousain, c'est quoi qu'il arrive de l'expérience et puis un savoir-faire quoi. Xavier a passé sa vie au Stade Toulousain. Après, il est allé finir à Bayonne parce qu'il avait multiplié les blessures. On s'en souvient avec Yoann parce qu'à cette époque-là, il jouait plus trop en équipe 1 et on avait la chance de l'avoir avec nous en espoir, je pense. Non, il avait la chance de jouer avec nous. Voilà, ouais, mais je sais qu'il s'en vante beaucoup à l'extérieur. Mais mais c'est vrai que ça fait partie de ces joueurs qui ont une culture très forte du Stade Toulousain et je trouve que c'est vraiment une excellente nouvelle. D'abord parce que il a toujours gardé du lien et ensuite parce que il a des relations très étroites et avec Didier et avec Hugo et donc dans un profil. Et les joueurs qu'il a entraînés aussi, que ce soit Thomas Ramos, Arthur Mondval et André Grabos, ils sont champions de France. Bien sûr, il a entraîné. Il connaît cette génération jeune, il la connaît par cœur. Et puis voilà, je crois que quoi qu'il arrive dans l'histoire de filiation au Stade Toulousain, il a une culture tellement forte qu'il peut encore amener un petit bout d'ADN supplémentaire. Donc ce serait une bonne nouvelle. Bon, en tout cas, une bonne nouvelle à suivre et à regarder de près. Enzo, on finit les 3 infos du jour avec toi, avec un possible ancien international de rugby à 7 français, bientôt en NFL.
Oui, possible, parce que le chemin est encore long pour le jeune Joachim. 3 balles international français à 7. Pour résumer, le joueur va intégrer l'IPP, comprenez en anglais International Player Pathway. Ça va mon anglais? Pas trop mal. Je peux pas critiquer de toute façon. Merci. En gros, c'est un programme où chaque année, quelques athlètes triés sur le volet sont sélectionnés afin d'avoir une chance d'évoluer en NFL. Dès janvier, 2 mois d'entraînement intensif attendent les 14 heureux élus de cette QV 2025. Parmi eux, notre Français, Joachim 3 balles, mais également un certain Jordan Petaya, international australien à 15. Au bout de ces 2 mois, une journée dédiée au recrutement devant les plus fins observateurs de la NFL. Après l'anglais Christian Wade et le gallois Louis Rizamit, 2 nouveaux joueurs passent le pas. Preuve que le rugby et le football américain se rapprochent de plus en plus. Et on rappelle que Antoine Dupont... Ça n'avait pas été très concluant pour les 2 précédents. Ça n'a pas été concluant en effet. Et surtout, on rappelle que Antoine Dupont cet été avait fait une petite visite de courtoisie chez la franchise des Chargers de Los Angeles. Johan, toi, le football américain, ça t'a jamais tenté? Oui, bien sûr, c'est vraiment 2 sports qui se rapprochent dans l'explosivité, d'autant plus maintenant, avec des tâches à haute intensité à chaque fois. Mais on est bien quand même en top 14, on est bien dans notre rugby, dans notre sport. Et c'était pas quelque chose qui me tentait plus que ça. Bon, en tout cas, à regarder de près pour le jeune Français. Merci Enzo, en tout cas. Merci à vous les messieurs, bonne émission. Allez messieurs, on commence par revenir sur la nette victoire de l'Union Bordeaux-Bègles en Champions Cup contre le club anglais de Leicester, 42-28 avec 6 essais à la clé et notamment 2 essais de Louis Biarré en 5 minutes. Johan, carton plein pour les joueurs de Yannick Bru. Exactement, carton plein, mais avec un petit bémol, comme on a expliqué samedi, avec une touche et une conquête assez défaillante. Voilà, il va falloir qu'il corrige le tir déjà pour aller gagner à l'extérieur en Coupe d'Europe parce que ça va être compliqué sinon de s'imposer à l'extérieur. Là, ils ont joué avec un retour de mi-temps fracassant, avec un Louis Bielbarré en feu. Je pense qu'il va avoir besoin aussi de repos parce qu'il est en confiance, il va falloir le préserver. Mais belle victoire, belle réaction surtout, mais attention à cette conquête. Ouais, cette conquête, elle a été parfois un peu mise en difficulté ce week-end. Philippe, de ton côté, est-ce que tu as l'impression que l'UBB est encore plus armé que la saison dernière pour jouer sur les 2 tableaux et performer encore plus? Oui, encore davantage parce que le recrutement a été stratégique. Il y a des joueurs qui ont éclos et qui ont amené toutes les garanties en ce début de saison. Je pense notamment au 3e ligne Mathieu, qui est quand même une des bonnes surprises. Il y a quand même des joueurs qui ont donné toutes les garanties et donc ça c'est important. Au-delà de ça, sur la confiance, on se posait quand même beaucoup de questions sur la façon dont l'UBB allait réagir après cet échec en finale du top 14. Ils y ont répondu assez vite, on sent que la confiance n'a pas du tout été ébranlée, au contraire, ils s'en sont servis comme d'une expérience pour grandir. Voilà, comme le disait Johan et on l'a dit samedi, c'est vrai qu'il y a cette fragilité en conquête qui pose question parce que ça avait déjà été un mal un peu récurrent en top 14 sur leur dernière sortie. Et là, ce qu'on peut retenir, c'est ce caractère collectif, justement, au retour des vestiaires, qui bascule complètement le match en leur faveur. Mais voilà, comme le disait Johan, c'est pas pareil quand il faudra se déplacer. Cette poule, elle est compliquée, on le sait. On sait que cette formule, elle laisse pas trop droit à l'erreur. Donc, ils ont pris les points qu'il y avait à prendre. Mais c'est un avertissement sans frais du côté bordelais. Ouais, tu l'as dit, Philippe. En effet, ils étaient menés 21-14 à la 43e minute. Et à la 49e, il y a 35-21. Comme quoi, la remontada bordelaise a bien fonctionné. À noter également... Attention à pas être trop dépendant d'un facteur X, parce que ils sont quand même en train de devenir un peu Biarré dépendants. Ouais. Comme l'année dernière avec Damien Penaud. L'année dernière avec Damien Penaud, comme un club comme le Loup peut l'être avec Couillou. Donc c'est bien d'avoir ce type de joueur dans son effectif. Par contre, c'est un peu dangereux de trop en attendre de leur part. Ouais, et puis on va noter également le retour plutôt convaincant de Nicolas Deporter après sa fracture de la pommette. Lui aussi, ça peut être un joueur décisif et un facteur X. On le sait, le centre international est capable de grandes choses et a beaucoup de qualité. On a l'impression même, Johan, qu'il a pris en masse musculaire. J'ai l'impression qu'il a des jambes, il a bien poussé pendant qu'il était blessé au niveau du haut du visage. Ouais, on peut pas travailler le haut, donc on travaille le bas. Forcément, il a dû... mettre un peu ce qui lui manquait au niveau pour ajuster et devenir un joueur un peu plus complet. Donc là, on l'a vu. Vous savez, quand on revient de blessure, le premier match, on va dire entre guillemets, c'est le plus facile parce qu'on joue sur l'envie, l'appétit, et après il faut voir sur la consistance et l'effet de répétition. De répétition, exactement.
Ouais, en effet. Allez, on ferme le chapitre Bordeaux-Bègles et on va ouvrir celui de Clermont. Un petit mot là-dessus. Un bon début de saison pour les Clermontois. Un succès 28-0 contre Trévise. Aucun point encaissé. Une première depuis 11 ans, même si ce succès n'a pas satisfait Christophe Furios avant un périlleux déplacement chez les Irlandais du Leinster. Clairement, c'est toujours pas joli, mais ça gagne, Philippe. Ouais, c'est toujours pas joli, oui et non quand même. C'est vrai que alors si on met de côté ce match, parce que faut relativiser l'opposition, c'est toujours difficile quand on prend le score vite, qu'on sent qu'on est au-dessus, de rester concentré pendant 80 minutes. Donc forcément, c'est bien pour Christophe Furios parce qu'il y a des choses à redire. Mais on l'a eu une fois en début de saison, justement le lundi, et puis on a eu des joueurs de cette équipe régulièrement qui nous disaient que vraiment ça travaillait bien, on sentait beaucoup de confiance. Ils étaient frustrés de pas réussir à le retranscrire vraiment en match, mais on sentait quand même que collectivement ils étaient assez sûrs d'eux, et puis petit à petit montent en puissance quand même sans faire de bruit. Ils sont bien installés dans ce top 6 du top 14, alors qu'honnêtement on les a laissés quand même en fin de saison dernière avec beaucoup d'incertitudes. On savait pas si Christophe Furios allait rempiler, beaucoup d'interrogations sur l'avenir du club et de son staff. Là on sent que de la sérénité quand même à gagner cette équipe, que ce soit dans la vision globale de ce qui va se passer avec Christophe Furios qui a rempilé. Et là, sur leur dernière sortie, on sent qu'elle prend confiance. Et ils sont quand même assez solides sur les fondamentaux, les Clermontois. Johan, est-ce que les Clermontois sont suffisamment solides sur les fondamentaux, comme le dit Philippe, pour aller défier et espérer quelque chose contre la province irlandaise du Leinster ? Sincèrement et objectivement, je pense pas. Aujourd'hui, ils ont une profondeur de banc qui est quand même assez juste pour pouvoir performer en top 14 et en Coupe d'Europe. Mais en tout cas, ils essaient de faire bonne figure, de bien figurer déjà à la maison, c'est une bonne chose. Et on sait que cette compétition, avec 2 victoires, tu peux sortir. Donc faire un coup peut-être au Leinster, ça serait un peu prématuré, mais pourquoi pas ailleurs. Ouais, pourquoi pas ailleurs, mais c'est vrai que le prochain déplacement risque d'être très périlleux pour les Clermontois. Après, c'est aussi dans ce genre de match qu'ils peuvent gagner en expérience et pourquoi pas faire un coup qui lance définitivement la saison et pourquoi pas même en top 14. On marque une courte pause, messieurs. Dans un instant, on continue de revenir sur la première journée de Champions Cup. Pour ça, on recevra Didier Lacroix, le président du Stade Toulousain. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons. Vous êtes bien dans les vraies voix du rugby sur Sud Radio avec Philippe Spanghero et Johan Huget. Dans un instant, on recevra le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix, pour revenir sur cette nette victoire du Stade Toulousain hier contre j'ai un trou de mémoire. Contre l'Ulster. Un match qui a été plié à la 30e minute avec un bonus offensif déjà en poche. D'ailleurs, pour ça, messieurs, on ne va pas perdre plus de temps. On accueille un président heureux, Didier Lacroix. Bonsoir. 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 Bon, alors je suppose que je parle à un président très heureux et satisfait de la rencontre d'hier. Oui, c'était une rencontre qui est aboutie avec de l'efficacité, de l'enthousiasme, résultat mathématique intéressant également, mais ce n'est que le début de la compétition. Ouais, c'est que le début, mais bon, assurer un bonus offensif au bout de 30 minutes, se permettre de sortir la charnière à la 60e pour faire souffler et donner du temps de jeu à tout le monde, c'est quand même bien engagé pour le Stade Toulousain. Ouais, je pense qu'on a eu une préparation idoine de la part de nos coachs et du Gros-Moulin à la tête pour pouvoir monter en puissance sur cette compétition toujours assez particulière pour le Stade Toulousain. Et en tout cas, sur son engagement, c'est chose faite. On sait que cette compétition est très particulière parce qu'il y a un sprint de début de compétition avec deux séries de 2 matchs. Et les classements qui nous sont attribués à la fin du mois de janvier sont décisifs pour le printemps. Johan, une question pour le président Didier Lacroix. Salut Didier, ça va ? Salut Yo. Une question, on vous a senti, j'aime pas le mot, mais plaindre de la part de l'incohérence de gagner quelque chose, un titre européen et d'être dans une poule, on va dire, de la mort. On t'a très peu entendu à ce sujet. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je suis tout à fait conscient qu'on a une poule très difficile avec un déplacement au Shark qui sera on ne peut plus compliqué, le déplacement à Exeter avec son adversité.
c'est clair que quand on parle effectivement de classement issu de la saison précédente, on aurait pu espérer un parcours plus aisé sur les 4 matchs de poule. Mais encore une fois, la compétition telle qu'elle s'est dessinée à nous propose ça. J'en dis pas plus. On prend acte et on se prépare pour cette compétition. Mais t'as une explication pour ça ou c'est juste vraiment le calendrier qui a voulu ça? Mais on sentait un peu d'incompréhension de la part d'Hugo et notamment de Thomas Ramos sur la conférence de presse. Mais il a semblé effectivement qu'il y avait un brin d'insatisfaction, d'opacité peut-être sur ce tirage au sort, mais on n'en sait pas plus non plus. On n'a pas non plus ouvert la boîte de Pandore et mis en place une opposition envers l'organisation. Il y a juste un bout de surprise avec encore une fois un classement à la première place et se retrouver également le vainqueur de la Challenge Cup dans l'adversité, c'est assez surprenant. Philippe. Ouais, bonsoir Didier. Oui, c'est surprenant, mais c'est vrai qu'on s'est beaucoup posé la question de cette compétition, de sa capacité à s'installer dans les têtes, dans les cœurs aussi des supporters. Et c'est vrai que ça aide pas l'organisation non plus, parce que ils se tirent une balle dans le pied, parce qu'il y a forcément un gros qui va sortir trop tôt. Donc je pense que ça va quand même devoir amener des interrogations sur leur façon aussi d'imaginer les poules à l'avenir, pour qu'on retrouve a priori les candidats au titre dans le dernier carré. Et c'est vrai que pour Toulouse, sans me faire de plan sur la comète, parce qu'il y aura des échéances avant, mais la grosse échéance de cette poule, ça va être aux Sharks, parce que comme le disait Didier, c'est le vainqueur de la petite Coupe d'Europe. Mais ils ont retrouvé Sia Colissi en pleine forme. Ils ont quand même l'ossature de cette équipe Springboks qui est en pleine bourre et sûr de ses moyens. Et Toulouse va découvrir ce voyage-là. Et on sait que il est compliqué ce voyage en Afrique du Sud. Tu arrives là-bas en plein été. L'organisateur, en plus, donne des contraintes logistiques de voyage qui sont pas simples. Donc ça, c'est vraiment, je pense, avant de penser aux phases finales, le focus du Stade Toulousain, j'imagine, Didier. Et puis, on a appris dans la journée qu'on jouerait un samedi soir à 21h alors qu'on part le dimanche matin de bonne heure à La Rochelle. Là aussi, certainement des desiderata de notre ami diffuseur Canal+, mais on aurait préféré jouer le samedi après-midi, je dois tout vous dire, même si encore une fois La Rochelle-Toulouse est une très belle affiche et on est honoré d'être en prime time, mais encore une fois, sur ce coup, on aurait gagné quelques heures de sommeil et d'organisation à pouvoir jouer le samedi après-midi. C'est comme ça, on va encore une fois s'y plier. On essaye de faire en sorte au Stade Toulousain, en tout cas, je m'y applique de pas trop se plaindre. Je pense que c'est le cas de mes joueurs, c'est le cas de nos entraîneurs et du groupe en particulier. Même si encore une fois, ils ont le droit d'avoir un avis et on aime bien la liberté au Stade Toulousain et la liberté d'expression, notamment y compris sur vos antennes. Didier, est-ce que vous savez déjà un peu ce que vous avez prévu un peu le voyage en Afrique du Sud? On sait que Toulon, là, lors de son voyage est allé visiter des associations, était un peu se balader. Est-ce que vous avez déjà un peu commencé à préparer un peu ce voyage? Est-ce que qui va durer longtemps? C'est un long périple pour vous. Est-ce que vous êtes déjà penché dessus? On y réfléchit. On a Jérôme Casalbou à la manœuvre et je lui fais totale confiance sur la manière dont il va alterner entre le temps de préparation pour ce match et le temps sportif et la partie peut-être un peu plus ludique. Il faut qu'on arrive effectivement à se servir de cette éclaircie dans l'agenda et cette semaine consacrée en plus avec une climato un petit peu différente. Ils ne m'ont pas encore présenté l'ensemble du programme, mais je dois vous dire que là-dessus, j'ai pas grand-chose à dire. Ils ont largement leur autonomie et ils savent faire beaucoup mieux que moi. Et du coup, vous ferez la semaine de déplacement avec eux complète ou pas? J'ai prévu la semaine complète. Ça me permettra de voir des sujets également avec eux et peut-être également de faire un clin d'œil. On l'a tous en tête.
un pays qui nous a touché, ou du moins un site qui a touché l'un d'entre nous pendant cet été. Donc on ira faire un temps de recueillement également sur place. Pour revenir sur le côté sportif, Antoine Dupont est devenu le deuxième marqueur en activité de la compétition avec 24 essais, juste derrière l'Irlandais James Lowe, 27 essais. Antoine Dupont est de retour à un niveau à 15 stratosphérique, ça y est. Je laisse les spécialistes calculer combien de saisons Antoine Dupont jouera après après Monsieur Lowe. Donc je vous laisse imaginer qu'il sera très certainement, en tout cas on lui souhaite tous, le recordman, et qu'il mettra la barre suffisamment haute. C'est vrai que on avait un Antoine frais, pétillant, judicieux, audacieux également. Donc on est ravis d'avoir encore une fois Antoine à ce niveau-là en compétition à 15, même s'il avait été déjà très très brillant à 7, vous le savez tous, durant ces JO. Johan, durant le week-end, les trois quarts toulousains se sont encore illustrés avec de nombreux essais de toute beauté, notamment celui de Ange Capuezo. Johan, ça y est, le jeu toulousain est vraiment léché malgré les conditions climatiques qui n'étaient pas idéales. Ouais, mais maintenant, ça fait quelque temps que le jeu des trois quarts est assez fluide. Quand les avants font une grosse partie, comme on a pu le voir, ce week-end, ça a permis aux trois quarts d'être libérés derrière. Après, en seconde mi-temps, quand ils font un peu moins le travail, on a un peu moins vu les trois quarts s'exprimer. Donc, c'est vraiment une balance entre avant et trois quarts qui est importante au Stade Toulousain. Mais en tout cas, on a apprécié, malgré les conditions climatiques, le jeu que nous a proposé le Stade ce week-end. Didier Lacroix est notre invité sur Sud Radio, président du Stade Toulousain. Une petite question sur le salary cap pour les clubs français. Actuellement, il est de 10,7 millions avec un dépassement possible de 200 000 euros par joueur, appartenant à la liste de 42 joueurs les plus utilisés sur une saison par le 15 de France. Pour rappel, il y aura une assemblée générale financière de la Ligue le 17 décembre prochain. Tout d'abord, est-ce que vous allez y participer? Et ensuite, quelle est votre position par rapport à ce sujet? Certains présidents s'opposent. Est-ce qu'il faut le baisser, l'augmenter, le laisser comme tel quel? Quelle est votre position là-dessus? Alors, pour tout vous dire, j'ai répondu par la négative sur l'appel à parler, à dialoguer sur le sujet chez vos confrères, tout simplement parce qu'on n'a pas encore eu la discussion entre présidents. Donc, un président a souhaité le mettre à l'ordre du jour de notre prochaine rencontre. D'évidence, certains ont commencé à s'exprimer par écrit, notamment liés à leur absence. Je pense qu'on va ouvrir, encore une fois, comme souvent en pareil cas, une période de débat contradictoire, et chacun ayant une vision sur le sujet. Il vient, bien entendu, le sujet de l'économie globale du rugby. Certains clubs ont des comptes équilibrés, d'autres sont en déséquilibre. Ce déséquilibre pourrait être tenu pour un salary cap un peu trop. Tout ça, il faut que l'on en parle entre nous, que l'on organise des débats, qu'on soit vigilant également sur la concurrence à l'international qui existe, et notamment l'attitude de nos amis anglais qui tendent, eux, à réaugmenter leur salary cap. Qu'est-ce que on va pouvoir discuter sur cette économie, et quelles sont les améliorations que l'on peut amener, soit au travers de cette discussion, soit à travers des discussions avec la Ligue? C'est largement prématuré pour tirer des enseignements hâtifs sur le débat qui reste un débat à venir, et qui, encore une fois, fait place à la discussion, à la controverse, à une décision, parce qu'au final, on prendra une décision. C'est un débat qu'on a ouvert en tant que membre du bureau à plusieurs reprises. On avait ouvert une baisse de ce salary cap, on l'a gelé pour l'instant statutairement jusqu'en 2027. Certains veulent réouvrir les débats avant cette date-là. Laissons-nous au moins en débattre, et après on pourra essayer d'en parler dans les médias. Philippe, en tout cas, c'est vrai que c'est un débat qui va faire parler dans les prochaines semaines, les prochains mois dans le rugby français au niveau des finances.
C'est un débat majeur parce qu'il faut rappeler l'histoire. Didier a raison de le préciser. D'abord, c'est très important. Il y a eu quand même une avancée majeure. Ça a été de revoir à la baisse des décisions qui avaient été prises. C'est jamais facile de faire marche arrière parce que dans l'économie du rugby français, vous avez des grands mécènes qui ont contribué à créer une forme de bulle spéculative française. Parce que le problème, c'est de regarder ce qui se passe dans le monde quand vous êtes un marché interne. Et par exemple, quand vous êtes le Stade Toulousain ou un autre grand club, quel autre club d'un grand pays peut venir vous chercher un joueur pour une surenchère financière? Il y en a très très peu. Très peu, pour plein de raisons. D'abord parce qu'on voit que les économies du rugby dans le monde vont quand même pas très bien par rapport au rugby français. Et au-delà de ça, chaque pays a ses contraintes domestiques. Donc quelque part, on sait qu'on est le rugby le plus fort du monde économiquement. On a créé une concurrence interne qui a créé une forme de bulle spéculative. Je sais pas, peut-être que Didier sera pas d'accord avec moi, mais qui fait qu'aujourd'hui, on a ce type de discussion. Après, les clubs sont pas obligés d'aller au plafond du salary cap, hein. Si une saison, un club est en difficulté financière, c'est qu'il va avoir du mal à boucler son budget, il peut prendre des arbitrages sur le recrutement. Certainement que ça impactera sa politique sportive, mais c'est un moyen de régulation à la baisse que peuvent enclencher chaque club. C'est à la décision de gestion de chaque club de gérer son salary cap. Alors le sujet du plafond, j'ai envie de dire, ça reste malgré tout un problème de riches. Philippe, je te propose qu'on garde Didier Lacroix une petite minute de plus. On est obligé de marquer une petite pause. Monsieur Président Didier Lacroix, restez avec nous. On revient dans une minute pour que vous puissiez répondre à Philippe Spanghero. Sud Radio. On est toujours avec Yoann Huget, Philippe Spanghero et le président du Stade Toulousain, Didier Lacroix. Juste avant la pub, Philippe Spanghero était en train d'expliquer le salary cap. Didier Lacroix, vous vouliez répondre à ce que disait Philippe? Oui, il y a d'évidence, comme le disait Philippe, une bulle spéculative qui a amené la situation que l'on connaît sur les salaires. Mais je me pose également, non pas seulement en tant que président du club, je me pose également la question en tant que membre du rugby. Est-ce qu'aujourd'hui nos joueurs sont trop payés, pas assez payés? Qu'est-ce qui va nous permettre de le justifier? Quels sont les avenirs que l'on peut tendre? Je crois que les sources INSEE montrent que les salaires ont plutôt augmenté en France sur les 4 dernières années, et nous on doit peut-être expliquer qu'on doit rebaisser les salaires de certains. C'est assez compliqué dans certains cas. En tout cas, il faudra avoir du temps pour le faire. Si toutefois on tendait vers cette décision, il faut être vigilant parce que les joueurs, eux aussi, méritent d'avoir des ambitions, qu'elles ne soient pas trop contrecarrées par la partie réglementation. Chacun donnera son avis à cet effet, mais encore une fois, je pense aux desiderata des joueurs qui seront peut-être divergents à ceux des favorables à cette baisse de salary cap. Et encore une fois, il faut le faire dans une concertation avec du temps de parole et un temps révolu pour la décision. En tout cas, une assemblée générale financière de la Ligue aura lieu le 17 décembre prochain. Juste avant vous de quitter, Didier Lacroix, je crois que vous avez entraîné les deux que nous avons autour du micro, donc que ce soit Philippe ou Yoann. Ils étaient comment comme joueurs? Ils étaient à l'écoute ou alors ils étaient dissipés? Alors, je suis pas à la recherche de laurier, mais dans ce cas-là, oui. Je crois qu'on peut m'en décerner quelques-uns d'avoir eu la chance, mais également le devoir accompli d'entraîner deux énergumènes. Mais tout peut pas se dire à l'antenne, et je pense que on retiendra d'abord le plaisir de les avoir entraînés, tant sur un plan humain que sur un plan rugbystique. C'est malin de les flatter parce que comme ça, ils diront pas de mal de vous non plus. Yoann, Philippe, c'est ça? Vous direz pas de mal de votre ancien coach? On n'a pas attendu qu'ils nous flattent pour dire du bien. Et vous croyez un seul instant qu'ils vont s'en garder? Non, on les calme jamais les deux. Ah. Et du coup, Didier Lacroix en tant que coach, c'était bien, Philippe, Yoann?
C'est difficile parce qu'on va penser que c'est de la flagornerie, mais honnêtement, j'ai pas attendu ce soir pour le dire, mais moi j'ai pas eu la chance d'avoir ensuite la carrière de Johan, donc les grands souvenirs ils se sont arrêtés plus tôt, et avec Didier et avec Émile Ntamak et Christophe Guiter, parce qu'on avait la chance d'avoir non seulement Didier mais un autre binôme avec Émile et Christophe Guiter qui nous a fait passer de très très bons moments, et en plus moi je cohabitais en chambre avec Johan, donc pour vous dire là on est vraiment en famille quoi. Ah oui, d'accord. Je comprends pourquoi il dit 2 énergumènes à chaque fois. Vous étiez indissociables. Plus ou moins. Après, moi, je pouvais pas. J'avais une limite que je pouvais pas franchir. Johan en avait moins que moi. Bon, très bien. Merci en tout cas, Président, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Très bonne soirée à vous. Merci et bonne soirée. Merci, au revoir. Messieurs, on enchaîne avec dorénavant le RCT qui a gagné en Afrique du Sud contre les Stormers 14-24 avec un séjour sur place et un match où les joueurs de la RAD ont démontré une grosse agressivité à l'image de l'essai de Baptiste Serin après un caramel de Gabin Villière. Johan, est-ce que ça peut être un match fondateur dans l'état d'esprit pour les Toulonnais? Ou alors on a Philippe. perdu Johan, non? Ouais, on a perdu Johan. On a perdu Johan. Philippe, du coup. J'ai compris qu'il y avait un problème parce que quand il a pas rebondi sur les échanges avec Didier, j'ai compris qu'il devait avoir un problème de. Il y avait un truc louche. Et pourtant j'ai parlé. Hein. Ah. Personne ne me répond. Je comprenais pas. Je dis personne ne me répond. C'est incroyable avec tout ce que j'ai lâché. Est-ce que tu dis pas que la radio t'a censuré en mode bon, on va pas tout balancer maintenant, c'est une bonne chose que. Non, je me suis dit qu'on n'avait pas de temps et que vous m'avez squeezé. Ah non, jamais. Jamais. C'est pas grave. Du coup, pour revenir. Vas-y, tu peux. Vas-y, il est parti en plus. Vas-y. Non, mais maintenant c'est à contre-courant. Ça n'a plus aucun sens, Philippe. Tu sais bien. Et du coup, pour revenir sur le RCT, est-ce que ça peut être le match fondateur au niveau de l'état d'esprit? Donc clairement, c'est fondateur d'avoir passé déjà quelques jours ensemble, de se retrouver comme un mini-stage, mais de voir autre chose dans notre pays. Et puis en plus, ils l'ont retranscrit sur le terrain, une solidarité hors pair. À un moment donné, quand c'était un peu chaud, ils étaient à 13 contre 15. On voit des Brennan, Ivaldi aller chercher Arangué. Donc c'est qu'ils ont une confiance en ce groupe qui est important, et gagner à l'extérieur, chez les Sharks. En étant en infériorité, les Stormers, en étant en infériorité numérique, je trouve que c'est très fondateur pour la suite de la saison. Philippe, ils t'ont impressionné les Toulonnais ou alors tu attendais ça d'eux au minimum? Alors non, j'attendais pas ça d'eux au minimum. Cette équipe, elle m'impressionne, elle monte vraiment en puissance. Elle a gagné en certitude depuis le début de la saison. C'est une équipe qui était sur courant alternatif la saison dernière. Cette saison, on a vu quelques matchs mitigés, vraiment souffler le chaud et le froid. Et là, quand même, on sent que depuis 4-5 matchs, il y a une montée en puissance très sérieuse de cette équipe sur le caractère collectif, et là ils l'ont montré. Et tu parlais de victoire fondatrice, clairement je pense que par le caractère, et on l'a vu dans les mots de Pierre Mignoni, je crois qu'il est assez conscient aussi du fait que c'était un moment important de leur saison. Bon, en tout cas, le plaquage de Gabin Villière a fait le tour des réseaux sociaux. Il est digne des plus grands plaquages de Johan Huget à la grande époque, non? Il mettait des cartouches quand même. Ouais, c'est pour ça. Ouais, j'aimais ça. J'aimais voir le visage content des trois quarts, des avants quand je pouvais faire un plaquage offensif. Mais là, voilà, il sent le coup. C'est une décision individuelle. C'est à qui tout doux, parce que s'il réussit la passe, derrière, il y a un peu le feu, mais il y a essai pour Toulon, donc il n'y a rien à dire. C'est comme une interception. Bon, allez, on ouvre le chapitre Rochelet maintenant, qui vivait un début de saison contrasté en top 14, mais qui s'offre une belle victoire à l'extérieur chez les Anglais de Basse. 20-24, important niveau points, mais aussi important niveau mental pour les hommes de Ronan O'Gara. Johan, ça y est, c'est une victoire qui compte, qui est marquante chez des Anglais de Basse qui sont plutôt une belle équipe. Une très très belle équipe, avec des gros joueurs en passe, un terrain assez hostile pour y avoir joué. Ils sortaient vraiment d'un moment compliqué avec des déplacements qui n'étaient pas du tout aboutis, que ce soit à Castres ou à Bayonne. Et il fallait vraiment qu'ils se retrouvent, qu'ils se resserrent. Le retour en forme de Greg Aldrit aussi a été fondateur pour eux. Maintenant, on sait qu'ils sont capables de coups par intermittence comme ça. Il faut voir sur la longueur ce que ça peut donner sur les matchs à répétition. C'est ce qu'on attend de cette équipe rochelaise. C'est pas des fulgurances comme ça à l'extérieur, mais c'est de nous donner, de montrer qu'ils sont vraiment capables d'aligner des séries de victoires comme ils nous l'ont prouvé à l'époque.
Philippe, Johan l'a un peu dit, mais un Grégory Aldrit retrouvé contre les Anglais de Basse, on a l'impression que ça y est, toutes les petites piques qu'il a pris à droite à gauche, ça le réveille et il a sorti une très grosse performance même. Oui, les pics ou le besoin de se ressourcer aussi. On sait qu'une carrière, c'est long, il y a des hauts, il y a des bas. Il a tellement été sur un niveau de performance très élevé sur une durée longue, Greg Aldrit, c'est difficile, c'est un peu dur, mais c'est vrai qu'il a placé la barre tellement haut qu'on est exigeant avec lui. Donc peut-être qu'il avait besoin de se ressourcer un peu. Je suis pas sûr qu'il ait besoin de la pression extérieure. Voilà, il est revenu en forme au bon moment quand La Rochelle avait besoin de lui. Mais ça fait partie de ces équipes, La Rochelle, déjà la saison dernière, qui s'était remise dans le sens de la marche et un peu la tête à l'endroit grâce à cette compétition. Ils ont quand même une histoire particulière avec la Champions Cup maintenant. Et on a vu que la saison dernière, ils avaient enchaîné, je crois, 3 ou 4 défaites à domicile, ce qui n'était pas arrivé depuis des saisons à De Flandre, avant de se rassurer un peu avec cette compétition. C'est un peu ce qui se passe cette année aussi, j'ai l'impression. Comment tu l'expliques, Johan, qu'un club comme La Rochelle galère un peu en top 14, mais arrive à trouver une nouvelle énergie, une respiration en Champions Cup? Est-ce que cette respiration et cette nouvelle énergie peut même être bénéfique pour eux en top 14? Comment on l'explique? Justement par le fait d'être surtout dans une nouvelle compétition, à l'extérieur, se retrouver en terrain un peu hostile. Et voilà, on n'a pas d'autre choix que de se resserrer, que d'être entre nous, parce qu'on voyage à 30 joueurs avec 40 avec le staff. Et voilà, c'est là on voit le caractère d'une équipe. Le Stade Toulousain était un peu dans la même période l'année dernière. Ils n'étaient pas très bien dans leur jeu et la Coupe d'Europe a été salvatrice aussi pour eux également. C'est une compétition où on est arbitré différemment, on est le jeu est un peu plus ouvert et un peu plus approprié peut-être au jeu rochelais. Ouais, en effet, La Rochelle donc qui s'était imposé vendredi soir contre les Anglais de Basse. Un autre club qui galère en top 14, mais là qui a trouvé un nouvel élan en Champions Cup, c'est le Racing 92 qui s'est imposé avec autorité contre les Anglais des Harlequins, 23-12, un Racing offensif, chose qui avait du mal à se mettre en place depuis le début de la saison. Intéressant à regarder, Johan. Très intéressant parce que c'était des conditions, je pense qu'ils ont tous eu des conditions climatiques difficiles ce week-end dans un terrain assez boueux, dur pour les accélérations, mais quand on se met derrière des Tuisova qui a été percutant, qui a réussi à faire jouer derrière lui, à mettre son équipe dans l'avancée, ça a été une équipe, les Harlequins sont revenus à la fin de la première mi-temps, début deuxième mi-temps, et notamment quand ils avaient flanché un peu contre le Stade Toulousain. Là, ils ont réussi à tenir et à maintenir le cap, à s'imposer face à une équipe des Harlequins qui n'était pas facile à manœuvrer à domicile. Ouais, qui n'était pas facile à manœuvrer, mais en effet, ils n'ont pas paniqué quand ils ont vu les Anglais revenir et on a l'impression qu'ils étaient sûrs de leur force. C'est limite que le Racing a enfin proposé un peu de jeu derrière et en fait ça paye quand il propose des grandes envolées avec des essais comme Maspring ou encore Nolan Le Garec. Ouais, moi j'aime bien cette association Ficou Tuisova au centre. Je pense qu'il retrouve un peu d'appétit, Joshua Tuisova. Il est plus intéressant qu'à l'aile en tout cas, c'est sûr. Bien sûr, il est beaucoup plus utilisé comme point de fixation. Il arrive à retourner un ou deux joueurs et quand il arrive à faire la passe derrière lui, à enclencher un jeu de mouvement, cette équipe du Racing est dangereuse et je pense que c'est ce qui manquait, une paire de centres complémentaires et derrière des cannes avec Max Sprint pour finir les actions. Donc voilà, je trouvais cette équipe derrière des trois quarts qui était hyper intéressante. Avec une charnière joueuse avec Nolan Le Garec à la mêlée et Antoine Gibert à l'ouverture. Antoine Gibert qui a un profil, alors c'est pas le plus athlétique par rapport à Owen Farrell, mais il a du ballon et donc du coup il tente des coups et ça marche généralement en plus. Ouais, ça marche. Il est dans cette baigné à la sauce du Racing 92. Il n'y a pas besoin d'adaptation comme peut avoir Owen Farrell dès son arrivée. Il est dessus dans le bain, il connaît les joueurs qu'il a autour, il est capable d'anticiper ce qu'ils vont faire et voilà, je trouvais cette charnière très intéressante. Philippe, est-ce que c'est le match déclic pour le Racing? On l'a dit, on le dit parfois à tort et à travers, mais on a l'impression que là, il s'est vraiment passé un truc pour eux ce samedi. Est-ce que pour toi, tu y crois pour le renouveau du Racing 92, même en top 14?
J'y crois. Sur le papier, cette équipe, elle doit faire beaucoup mieux que ce qu'elle produit en top 14 depuis le début de la saison. Voilà, elle est beaucoup trop inconstante, et comme pour La Rochelle, les saisons dernières, un peu plus loin quand même dans l'histoire, pas l'année dernière, mais les saisons dernières, cette compétition a été aussi un déclic pour le Racing, souvent, ces dernières saisons. Donc là, clairement, c'est leur match référence, c'est sûr. Ils sont maintenant conscients de ce qu'ils peuvent proposer en termes de jeu face à une écurie, même si elle est un peu moins performante que la saison dernière, mais on a laissé les Queens quand même en demi-finale de la compétition l'année dernière contre Toulouse. Voilà, c'était une équipe très très sérieuse, et donc c'était un gros adversaire, donc qui place encore davantage la performance haute du côté du Racing. Donc ça doit être un moment important, oui, parce que même si de l'extérieur on avait l'impression qu'il n'y avait pas de tempête en interne, il y avait quand même des signaux de fragilité. Ouais, des signaux de fragilité, mais Lancaster a peut-être laissé un peu de lest et envoyé un peu plus de jeu qu'on ne l'aurait pensé dans ce style de management, et ça marche. C'est la preuve que le Racing 92 doit se faire confiance et doit jouer au rugby. Oui, bien sûr, c'est encore une fois, sur le papier, ils ont des joueurs capables de proposer ce qu'on a vu ce week-end. Mais c'est vrai qu'ils étaient en difficulté, ils n'y arrivaient pas, on ne sentait pas ce collectif adhérer à la vision, au projet, beaucoup trop d'inconstance dans cette équipe. Et donc c'est difficile quand après le doute s'installe. Et pareil, comme je le disais pour Clermont tout à l'heure, on avait eu Henri Chavancy qui était frustré il y a quelques semaines en disant mais il y a vraiment une très bonne ambiance dans l'équipe, c'est très familial, c'est pas du tout l'image qu'on peut en avoir de l'extérieur, ça vit bien la semaine, mais il faut savoir le retranscrire sur le terrain, et c'est ce genre de match aussi qui permettent de basculer dans les têtes. On clôture les équipes françaises qui ont gagné lors de cette première journée de Champions Cup. Dans un instant, on parlera de celles qui ont perdu, Castres et le Stade Français, et puis elles ont perdu avec la manière, comme on dit. Elles sont vraiment passées à côté de leur entame de compétition, et on finira par parler du rugby à 7 français qui a performé ce week-end en Afrique du Sud. Sud Radio, votre... Allez, encore un petit quart d'heure ensemble dans les vraies voix du rugby sur Sud Radio avec Philippe Spanghero et Johan Huget. Messieurs, 8 clubs français engagés en Champions Cup, 6 victoires et donc 2 défaites. Et notamment la très lourde défaite du Castres Olympique contre les Anglais de Northampton, 38-8. Des débuts de mi-temps catastrophiques qui ont plombé les intentions castraises, Johan. Oui, effectivement, comme tu le dis, des débuts... compliqué pour les castrés. Maintenant, on s'attendait pas à une telle déroute. Ils ont perdu le week-end dernier. Là, on se pose la question si c'était vraiment leur priorité de performer dans cette Coupe d'Europe, au vu de l'effectif aussi qui n'est pas forcément très profond. Oui, mais bon, commencer avec 2 essais en moins de 10 minutes au coup de sifflet au départ du match, et 2 essais pareil en moins de 10 minutes au retour de la mi-temps, t'as l'impression que les mecs n'avaient pas envie de sortir du vestiaire, tout simplement. C'est un peu réducteur, mais est-ce qu'ils étaient préparés à une telle intensité? Est-ce qu'ils étaient préparés parce que c'était notre compétition qui est totalement différente? Est-ce que les joueurs connaissent cette compétition, ou est-ce qu'ils ont été surpris? Je sais pas, on peut mal démarrer en top 14, et on a vu les Castrés revenir à chaque fois dans la partie, que ce soit contre des Rochelais, que ce soit à domicile, revenir à chaque fois. Mais là, on n'a pas le temps de revenir en fait en top 14. Si on prend 2 essais dès le retour du match ou en début de match, c'est compliqué derrière de revenir à chaque fois. Philippe, il faut dire que les Castrés sont tombés sur une très belle équipe de Northampton, une des équipes anglaises qui joue le plus au rugby, qui a vraiment des pattes au niveau des 3 quarts. Oui, une très belle équipe, match difficile pour les Castrés, mais on sait, on le dit, on le répète, même si ils ont eu une histoire avec la Coupe d'Europe, il y a quand même un peu de temps maintenant, c'est toujours difficile. Voilà, l'objectif prioritaire de ces équipes, c'est le top 6, c'est de se qualifier. Elles n'ont pas la profondeur d'effectif pour jouer ces compétitions à fond, donc quand ça démarre fort en plus comme ça, elles lâchent vite, parce qu'on le répète, mais cette formule, elle est compliquée. Si tu passes à travers dès la première journée, t'es quasiment condamné. Donc après, c'est l'occasion de faire tourner l'effectif, de donner du temps de jeu à ceux qui jouent moins, de les garder concernés, et puis on rentre dans un deuxième objectif de compétition, et c'est ce qui arrive quand même du côté du CO depuis plusieurs saisons maintenant. Et du coup, tu penses que c'est ce qui va être mis en place là par le staff castré dans les prochaines semaines? On oublie la Champions Cup. Le Castres lâche jamais complètement, mais oui, il va y avoir une revue d'effectifs, on va remettre en selle des joueurs qui manquent de temps de jeu, on va lancer des jeunes, et moi je
me rappelle d'Antoine Dupont qui avait une dérogation parce que il n'avait pas 18 ans pour son premier match, je crois contre Northampton déjà, à 17 ans et demi avec le CO. Et donc c'est comme ça que le CO l'avait lancé. Je crois que ça avait été pareil avec Babio, avec ses jeunes joueurs. Donc ça sert aussi à ça. Bon, un autre club français qui est passé complètement à côté de sa première journée, c'est le Stade français qui a vu rouge chez les Irlandais du Munster. Lourde défaite 33-7. Rien ne va plus à Paris en cette saison, Johan. Ouais, compliqué. Ils enchaînent les mauvaises performances, même si la victoire contre le Racing leur a fait du bien. Mais là, rouge au Munster, quand on connaît l'antre du Munster, rivaliser à 15, c'est compliqué. Et comme l'a dit Laurent, la 8, dès les premières minutes de jeu, prendre en rouge, c'est compliqué de pouvoir lutter pendant 60-70 minutes derrière. 2 rouges en 4 minutes. Philippe, les joueurs, ils ont complètement craqué. Qu'est-ce qui s'est passé chez les joueurs du Stade français? En plus, 2 deuxième lignes, Azago et Pesanti. Ah oui, non, mais là, ça condamne l'équipe, ça condamne le match. Voilà, c'est cette équipe, elle est à l'image de cette saison. Donc, c'est une saison quand même compliquée, qui a du mal à se mettre en place. Et c'est sûr que, encore une fois, mais là, on parle de Castres tout à l'heure, mais on peut parler du Stade français. C'est vrai que cette équipe, on l'a laissé, je crois, leader de la phase régulière ou deuxième. Je sais plus comment ils ont terminé. En tous les cas, demi-finaliste direct. Deuxième. Pleine d'ambition sur cette saison, oui, au final deuxième, et puis finalement ça se passe pas du tout comme prévu. On cherche un électrochoc très tôt en sortant Karim Ghezal, cet électrochoc a pas lieu, et donc là on attaque sur une compétition qui est pas du tout l'objectif prioritaire, donc on n'a pas senti des joueurs complètement dans leur sujet. Comment on explique, Johan, qu'une équipe qui était réputée pour sa défense la saison dernière, qui n'a rien changé là-dessus au niveau du staff, n'arrive plus à être aussi dominateur en défense cette saison? C'est tout simplement un problème de confiance collective. L'expérience collective, ils l'ont maintenant. Il faut remettre un peu de confiance et c'est passer par des choses simples. Des matchs comme ça à l'extérieur en Munster permet de se resserrer, et je pense que trop plein d'envie, d'agressivité fait que on passe d'une confiance justement à une déroute qui peut être cruciale pour l'équipe. Bon, en tout cas, c'était puis la défense, c'est souvent le révélateur de l'état d'esprit d'un collectif, et quelque part, c'est à l'image aussi de ce manque de lien qu'on ressent dans cette équipe depuis le début de la saison. En tout cas, c'était la première journée. Révélateur, Philippe, mais ça permet aussi de reconstruire. De se retrouver, bien sûr. C'est aussi des moments de reconstruction. Voilà, si le jeu d'attaque ne fonctionne pas, avec une bonne défense, un bon buteur, généralement, on peut accrocher quelques équipes. Tu l'as dit, Philippe, Karim Ghezal, qui avait été remercié par le Stade français, a déjà trouvé une nouvelle destination puisqu'il est de retour au Loup pour la fin de la saison. Il prendra ses fonctions le 22 décembre prochain pour la réception du Stade toulousain. Du côté du Challenge Cup, 6 clubs français engagés. Et ça s'est plutôt bien passé. 4 victoires avec notamment Montpellier, Lyon, mais également Pau et Bayonne. Une défaite, c'est pour Vannes, et un match nul pour Perpignan. Les clubs français ont plutôt bien performé dans l'ensemble ce week-end, messieurs. Ouais, ils ont très bien performé. Vas-y, Philippe. Non, mais oui, ils ont bien performé. C'est à l'image quand même du rugby français. On se posait la question du niveau de cette compétition. C'est vrai que le rugby français est a priori globalement au-dessus de plusieurs nations. On pense notamment quand même à des nations qui décrochent maintenant, les Écossais, les Gallois. Donc il reste quelques clubs anglais. Il reste les provinces irlandaises, les 2 grosses, et puis quelques équipes sud-africaines. Même si à part les Sharks, les autres ont quand même du mal à émerger. Bon, et messieurs, juste on va partir maintenant du côté du rugby à 7, parce que le tournoi du Cap en Afrique du Sud et la très belle performance des garçons qui terminent 2e après avoir écarté la Nouvelle-Zélande et les Fidji, mais chute contre le pays hôte en finale, une équipe rajeunie qui semble très prometteuse, Johan. Oui, très prometteuse, avec beaucoup d'envie, qui n'a pas peur. On a pu le voir face à la Nouvelle-Zélande où il tentait, face aux Fidji avec cette dernière pénalité qui crée de l'enthousiasme, qui crée de l'appétit. Donc ça nous donne de l'espoir pour le futur. Même un petit accro face aux Fidji à la dernière minute, la semaine dernière à Dubaï. Ils arrivent à se resserrer et aller chercher cette 2e place avec un nouveau sélectionneur comme Benoît Babi, un nouveau groupe qui a totalement changé par rapport aux autres nations. Il y a
il y a de l'espoir. Ouais, et Philippe, avec notamment un match contre les Fidji où ils étaient menés, un essai à la toute fin et surtout une transformation en coin, en drop, splendide pour donner la victoire et la qualification à l'équipe de France. Cette équipe de France rajeunit, elle fait plaisir à voir. On a l'impression qu'elle a vraiment de l'insouciance et de la fantaisie entre les mains. Oui, elle en a. On l'a vu pour aller chercher cette victoire contre les Fidji là. Et puis c'est intéressant, la montée en puissance très rapide. Ils finissent 5e à Dubaï. On a senti un peu de naïveté, quelques problèmes dans la mise en place sur les matchs couperés. Et puis là, quand même, on est monté d'un cran et ces jeunes, les nouveaux, se sont mis au niveau tout de suite. Et ça, c'est intéressant. Donc voilà, il reste 4 ans pour construire, même si maintenant, avec ces titres de champion du monde tous les ans, l'ambition française, c'est de les gagner parce que il faut pas oublier qu'on a un statut à assumer. Ça, c'est jamais facile. On l'avait pas jusqu'à présent. Donc on se déplace avec le statut de champion du monde et de champion olympique, même si beaucoup de joueurs ont changé, c'est l'équipe qui le porte. Et donc il y a cette pression aussi à assumer, mais honnêtement je suis très confiant parce que vraiment j'ai trouvé qu'il s'était mis au diapason très vite. Et puis avec le geste du tournoi, avec cette chistera à l'aveugle d'Antoine Zegder pour Stéphane Parez qui va inscrire l'essai contre les All Blacks, celle-là pareil, à la grande époque Nugé il faisait la même, non? Non, j'ai jamais trop fait de chistera. J'étais plus passe après contact. Il faut se le dire. T'étais plus plaquage. Non, plaquage, oui, mais j'ai jamais assuré la continuité. Ouais. Donc, j'aurais pas. Peut-être à 7, j'aurais pu le tenter, mais bon. Mais en tout cas, ce qu'on aime dans cette équipe de France, c'est cette progression qu'elle a eue entre ces deux tournois et de pas recommettre les mêmes erreurs. Donc ça, c'était intéressant de voir cette progression et voilà, on a hâte de voir la suite. Bon, et du côté des filles, 2e tournoi de la saison et 2e, 3e place. Elles sont encore tombées contre la Nouvelle-Zélande en demi-finale, mais terminent malgré tout avec une très belle médaille autour du cou. Pareil, Philippe, ça part très fort du côté des filles. Ouais, ça part très fort, c'est important aussi parce qu'on parle du rugby féminin de plus en plus, à 15 mais à 7 aussi, c'est un relais de croissance hyper important pour le rugby français, je le dis souvent, mais en termes de nombre de licenciés tous les ans, c'est le rugby féminin qui tire quand même les chiffres de la fédération, donc c'est important qu'on ait une bonne performance globale du rugby féminin à 15 et à 7. Et honnêtement, les filles, elles sont au rendez-vous et ça fait plaisir. Messieurs, il reste une poignée de secondes dans cette émission, mais je voulais vous faire réagir. On connaît enfin la programmation des 3 test matchs de cet été contre la Nouvelle-Zélande. Elle aura lieu le samedi 5 juillet à Dunedin, le samedi 12 juillet à Wellington. Et pour finir, le test 3 aura lieu le samedi 19 juillet à Hamilton. Un beau programme pour nos tricolores. On rappelle que les finalistes du top 14 ne participeront pas à cette tournée. Malgré tout, c'est 3 belles affiches, Philippe. Oui, c'est 3 magnifiques affiches. Et puis, vous savez, on a eu un petit débat avec les Néo-Zélandais qui n'étaient pas très contents de la formule en disant qu'on n'aurait pas nos top joueurs. Mais en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est Antoine Dupont qui cristallise la plupart des discussions. C'est-à-dire que si on sort Antoine Dupont de la discussion, je pense que les Néo-Zélandais n'auraient même pas relevé parce qu'on sait aujourd'hui, avec la profondeur d'effectifs qu'on a, que l'équipe de France sera capable d'envoyer une équipe très compétitive en Nouvelle-Zélande. Ouais, Johan, ça va être 3 très beaux tests à suivre, évidemment, sur les antennes de Sud Radio. Oui, 3 très beaux tests, pas évident, parce que jouer 3 fois la Nouvelle-Zélande, physiquement, c'est mettre des corps à rude épreuve, mais en tout cas, c'est intéressant pour le groupe, la progression du groupe en vue de la Coupe du Monde et aussi de voir des nouveaux joueurs, comme on a pu le voir sur chaque tournée d'été. Bon, en tout cas, les matchs auront lieu le samedi 5, 12 et 19 juillet prochain. Je vous rappelle que lundi... Bravo Cyprien pour ta première. Hein. T'as de la chance qu'on ne soit pas là physiquement pour éviter le bizutage. Mais ouais, vous vous rattraperez la prochaine fois, c'est ça ? Bien sûr, bravo. Avec plaisir. Je vous rappelle que lundi 16 décembre prochain aura lieu la première édition des Étoiles du rugby féminin en partenariat avec RAFU et Sud-Ouest. L'événement aura lieu à la Cité du Vin à Bordeaux afin de récompenser l'excellence féminine sur et en dehors des terrains. Voilà, merci. Merci Johan Huget, merci Philippe Spanghero de m'avoir accompagné pour cette première. Très bonne soirée à vous sur Sud Radio et tout de suite, vous retrouvez les clés d'une vie avec Jacques Pessy qui reçoit Olivier de Kersauzon. Les vraies voix du rugby reviennent lundi prochain avec François Trio, même heure, même endroit, 20h-21h sur Sud Radio.